Une grande partie de la population éprouve une peur irrationnelle de l'océan et des mystères qu'il renferme. Les créatures qui peuplent cet immense univers marin peuvent, à première vue, paraître cauchemardesques. Mais rares sont celles qui suscitent autant de terreur que les requins. Ces prédateurs primordiaux parcourent les océans depuis bien plus longtemps que les arbres existent sur Terre, et ils ont développé un appétit pour tout ce qui bouge. Bien que les attaques de requins sur les humains soient rares, elles se produisent tout de même dans certaines circonstances propices. En 2022, 57 attaques non provoquées ont été recensées. Quand ces créatures attaquent, elles approchent leur proie sous différents angles avec une précision implacable. Nous avons rassemblé 3 récits captivants de personnes ayant survécu aux mâchoires impitoyables des requins dans la nature sauvage, chacun plus glaçant que le précédent. Histoire 1. Sarah Jamieson, notre premier récit, s'est déroulé à Palm Beach, en Floride, le 13 juillet 1997. Palm Beach est un endroit idyllique pour les amateurs de natation ou de plongée qui recherchent un moment agréable sous le soleil. Sarah Jamieson, une plongeuse en apnée originaire du Delaware, souhaitait découvrir les merveilles de la Floride et participer aux activités locales. Elle avait donc décidé de passer un été en Floride, travaillant à Palm Beach tout en profitant de ses moments libres dans l'eau. L'été se passa sans encombre. Sarah profitait de son travail de serveuse et s'était fait quelques amis parmi ses collègues. Elle pratiquait régulièrement la plongée en apnée, organisant des sessions tous les quelques jours. Mais ce 13 juillet allait marquer la fin de ses plongées. Tôt dans la matinée, Sarah se rendit à pied au café où elle travaillait et commença son service. Amy, son amie et partenaire de plongée, confia qu'elle se sentait un peu nerveuse à l'idée de plonger cet après-midi-là, car on avait signalé la présence d'un requin à quelques kilomètres au nord de leur lieu habituel de baignade. Sarah, cependant, se montra sceptique face à cette information, jugeant que le requin était bien trop éloigné pour représenter un danger. Elle réussit à convaincre Amy qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter et qu'elle pouvait aller plonger comme d'habitude. Plus tard dans la journée, Sarah et Amy se retrouvèrent sur la plage, sac en main et équipement de plongée prêt. Elles n'étaient pas des plongeuses professionnelles. Donc, elles ne s'éloignaient jamais trop du rivage et plongeaient généralement à des profondeurs où elles se sentaient le plus en confiance. Leur session de plongée ne dépassait jamais 2 heures, car elles avaient toutes deux des obligations durant la journée. En arrivant à la plage, elles remarquèrent qu'un bon nombre de personnes profitaient de l'après-midi ensoleillé, se divertissant dans l'eau. Elles laissèrent leurs affaires près du bord et plongèrent rapidement, d'autant plus que leur service au café avait été particulièrement épuisant. Après un moment de nage, Amy suggéra qu'elles aillent un peu plus loin cette fois, car la plage était bondée. Les paroles d'Amy sur la présence du requin résonnaient encore dans l'esprit de Sarah, mais elle accepta malgré tout, et elles nagèrent quelques dizaines de mètres supplémentaires. Elles commencèrent ensuite leur plongée, descendant plus profondément que jamais auparavant, car l'eau plus profonde signifiait un fond marin plus éloigné. L'eau était claire, et Sarah se sentait libre, nageant et cherchant des découvertes fascinantes, comme à son habitude. Grâce à son entraînement, elle pouvait retenir son souffle jusqu'à 6 minutes, mais Amy, moins expérimentée, devait fréquemment refaire surface. À un moment donné, Amy tapota l'épaule de Sarah et lui indiqua qu'elle avait besoin d'air, ce à quoi Sarah acquiesça avant de poursuivre son exploration. Émerveillée par la quantité de coquillages dans le sable, Sarah remarqua ensuite des algues un peu plus loin et décida de s'en approcher pour y jeter un coup d'œil. Alors qu'elle s'approchait de la flore sous-marine, elle sentit que l'eau était nettement plus froide à cet endroit et elle remarqua du mouvement près des algues. Pensant qu'il s'agissait de poissons, elle continua de nager pour observer de plus près. À ce moment-là, elle réalisa que sa capacité pulmonaire atteignait lentement ses limites et qu'elle devrait bientôt remonter à la surface. Mais sa curiosité la poussa à enquêter davantage sur ce qui bougeait dans l'eau. En se rapprochant des algues, la masse sombre en mouvement se fit plus distincte. Et lorsque son sang se glaça d'effroi, elle comprit qu'elle se trouvait face à face avec un énorme requin, bulldog. Le requin s'avança lentement à travers les algues et Sarah distingua ses yeux noirs et inexpressifs. Soudain, la bête modifia sa trajectoire et fonça droit sur elle, la gueule béante, prête à dévorer. Sarah, paralysée par la peur, savait qu'elle n'avait aucune chance de fuir. Elle tendit instinctivement ses bras, espérant désespérément un miracle. À sa grande surprise, le requin ne s'agrippa pas à ses bras, mais planta ses mâchoires acérées dans sa cuisse. La douleur était insoutenable, et Sarah parvint à peine à retenir un cri, sachant que perdre son souffle signerait sa fin. Malgré ses grimaces de douleur et ses mouvements désespérés, elle concentra toute son attention sur une seule chose, les branchies. Sarah savait que les branchies des requins étaient extrêmement sensibles et qu'il fallait les viser pour espérer se libérer.
Avec des mouvements violents et désespérés, elle enfonça ses doigts dans les branchies du requin et tira de toutes ses forces. Elle sentit les crocs du requin s'enfoncer encore plus profondément dans sa chair, atteignant l'os, tandis que sa queue battait furieusement en réponse. La douleur atteignit un sommet insoutenable, mais enfin, le requin relâcha sa prise et disparut dans une brume rougeâtre de sang. Malgré la douleur atroce, Sarah parvint à se ressaisir, toujours anxieuse de savoir où le requin était parti. Elle nagea aussi vite qu'elle put vers la surface, bien que sa vue fût trouble à cause du sang qui se mêlait à l'eau. Elle se sentait de plus en plus faible à chaque seconde, mais finit par atteindre la surface. La chaleur du soleil et l'air frais la ramenèrent à la réalité. Elle poussa un cri perçant, alertant les personnes sur la plage ainsi qu'Amy qui flottait sur le dos non loin d'elle. Amy se retourna immédiatement et nagea en direction de son amie. Ensemble, elles commencèrent à regagner le rivage où les baigneurs, encore confus par tout ce tumulte, les attendaient. Sarah, à bout de force, sentait qu'elle allait perdre connaissance et il leur restait encore une dizaine de mètres à parcourir. Amy savait qu'il fallait agir vite. Alors qu'elles approchaient du rivage, les baigneurs réalisèrent ce qui se passait et coururent dans l'eau pour les aider, atteignant les deux amis juste à temps. Heureusement, la plage n'étant pas loin de la ville, une ambulance arriva rapidement et transporta Sarah à l'hôpital. Par chance, ses blessures n'étaient pas trop graves, mais quelques minutes de plus et elle aurait succombé à la perte de sang. Amy resta aux côtés de Sarah durant tout son séjour à l'hôpital et lui apporta son soutien. Sarah se rétablit en quelques semaines, retrouvant son poste de barmaid à Palm Beach. Cependant, elle ne remit plus jamais les pieds dans l'eau. Selon son témoignage sur l'incident, elle développa une thalassophobie sévère et ne nage désormais que dans des piscines où l'eau est claire et le fond visible. Histoire 2. Les touristes en vacances peuvent généralement être divisés en deux groupes distincts. Ceux qui préfèrent le farniente, se prélassant sur la plage toute la journée, et les amateurs de sensations fortes, toujours en quête d'aventures nouvelles, peu importe où ils les trouvent. Connor Wright, le protagoniste de notre histoire suivante, appartient clairement à cette seconde catégorie. Il était mécanicien à Austin, au Texas, et avait économisé suffisamment d'argent pour réaliser un rêve de longue date, partir en Australie avec ses amis. Le 2 août 2005, Connor, accompagné de ses amis Elliot et Jack, atterrit en Australie. Ils se rendirent rapidement dans leur hébergement situé près de la Gold Coast. Les premiers jours furent consacrés à explorer les environs, à admirer les paysages et à faire le tour des bars pour profiter de la vie nocturne. Mais le point culminant de leur voyage était une journée entière dédiée au jet ski. Connor et Elliot étaient de nature des accros à l'adrénaline, toujours prêts à relever des défis et à se lancer dans de nouvelles expériences palpitantes. Jack, en revanche, se montrait moins enthousiaste. Il préférait passer un moment plus tranquille, se détendre sur la plage, et leur laissa donc la liberté de partir sans lui. Le lendemain matin, ils louèrent leur jet ski, bien qu'aucun des deux n'ait d'expérience préalable dans la conduite de ces engins. Cependant, étant tous les deux mécaniciens, ils possédaient les connaissances de base nécessaires pour comprendre leur fonctionnement. Avant de partir, ils firent une dernière tentative pour persuader Jack de les rejoindre, mais celui-ci resta inflexible, réaffirmant son manque d'intérêt pour cette activité. Respectant sa décision, ils se dirigèrent vers l'horizon, loin des nageurs, où ils ne seraient dérangés par personne. Il leur fallut un certain temps pour s'habituer à la conduite des jet skis, mais une fois qu'ils maîtrisèrent l'engin, ils se mirent rapidement à accélérer, traversant la surface de l'eau à toute vitesse. Ils s'arrêtaient de temps en temps pour bavarder, assis l'un à côté de l'autre sur leur jet ski, profitant de l'instant. Lors d'une de ces pauses, Elliot eut l'idée de faire une course jusqu'à un gros rocher qui émergeait de l'eau à quelques centaines de mètres. Bien que légèrement hésitant au départ, Connor, fidèle à son caractère, ne recula jamais devant un défi et accepta sans tarder. Ils alignèrent leur jet ski, comptèrent jusqu'à 3 et se lancèrent, naviguant lentement vers les rochers. Ils s'étaient mis d'accord pour s'arrêter à une distance sécuritaire des pierres, mais un problème survint lorsque Connor réalisa que son jet ski ne réagissait plus comme avant. Il se mit à s'élever brusquement au-dessus de la surface de l'eau, bougeant de manière incontrôlable. Connor tenta de signaler à Elliot qu'il fallait s'arrêter, mais à cause des éclaboussures et du bruit des moteurs, son ami ne comprit pas le message. En une fraction de seconde, les mains de Connor perdirent leur prise sur les poignées du jet ski, qui se cabra soudainement hors de l'eau et bascula en arrière, projetant Connor violemment sur le dos. L'impact contre la surface de l'eau fut déjà assez douloureux, mais ce n'était rien comparé à la véritable douleur qui s'ensuivit. En tombant, Connor heurta des rochers cachés sous l'eau qui étaient bien plus proches de la surface qu'il ne l'avait imaginé. Il se brisa le fémur en frappant l'un de ces rochers et la douleur intense le fit hurler de toutes ses forces.
Elliot, témoin de la chute de son ami, se dirigea immédiatement vers lui, inquiet, et lui demanda s'il allait bien. Le sel de la mer intensifiait la douleur de sa blessure, qui palpitait à chaque mouvement. Mais à ce moment-là, ni Connor ni Elliot ne remarquèrent la moindre trace de sang dans l'eau. Alors que Connor tentait de se calmer après avoir réalisé qu'il venait de se casser la jambe, il ressentit soudain une sensation des plus étranges. Une douleur semblable à du papier de verre qui frottait contre son ventre. Ce qu'il ignorait, c'est que la peau des requins est extrêmement rugueuse, couverte d'écailles dermiques, petites protubérances dentelées qui peuvent endommager tout ce qu'un requin touche. Connor ne le savait pas, mais il paniqua immédiatement en sentant ce contact étrange et douloureux. Dans sa frayeur, il glissa de son jet-ski et tomba sous l'eau, où il aperçut un énorme requin qui tournoyait lentement dans son sang, se rapprochant de plus en plus, le museau pointé dans sa direction. Terrifié, il lâcha immédiatement son jet-ski et se mit à hurler à Elliot de le remonter à la surface, criant que le requin arrivait pour lui. Juste au moment où Elliot réussit à attraper son bras pour l'aider, Connor sentit une traction violente et fut tiré sous l'eau une nouvelle fois, laissant Elliot se débattre pour le maintenir hors de l'eau. Sous la surface, les yeux de Connor brûlaient à cause de l'eau salée, l'empêchant de voir clairement ce qui se passait. Tout ce qu'il ressentait, c'était les dents acérées du requin qui s'enfonçaient dans les os de son tibia. La douleur était indescriptible. Il tenta de donner un coup de pied pour se libérer, mais sa jambe cassée l'empêchait de bouger correctement. Dans un dernier effort désespéré, il essaya de tendre la main vers le museau du requin, mais la distance était trop grande. En une seconde, il entendit un craquement sinistre et sentit son os se briser complètement. Il laissa échapper un cri de douleur déchirant, l'air quittant ses poumons. Soudain, la pression sur sa jambe disparut et il sentit qu'il était tiré hors de l'eau. Elliot parvint à hisser Connor sur le jet-ski, puis démarra en trombe vers la plage, sachant qu'il fallait agir vite. Connor perdait beaucoup de sang, mais Elliot ne pouvait se permettre de prendre le moindre risque en le laissant tomber à nouveau dans l'eau, car le requin pourrait revenir à tout moment pour achever son attaque. En quelques minutes, ils atteignirent le rivage où une foule de vacanciers accourut pour leur prêter main forte. Ils réussirent à mettre Connor en sécurité et à appliquer un garrot pour arrêter l'hémorragie. Cependant, l'espoir de voir Connor s'en sortir indemne s'amenuisait à mesure que l'adrénaline s'estompait et que la véritable douleur de ses blessures commençait à se faire sentir. Peu après, une ambulance arriva et emmena Connor et ses amis à l'hôpital le plus proche pour qu'il puisse être soigné. Il avait perdu sa jambe inférieure et son fémur était brisé en 2 morceaux. Il devint rapidement évident qu'il ne quitterait pas l'hôpital de sitôt. Il fallut 2 semaines pour que Connor se stabilise et récupère suffisamment de force pour supporter le vol de retour vers les États-Unis où il nécessiterait des traitements supplémentaires. Finalement, il fallut de nombreuses années à Connor pour réapprendre à marcher avec une prothèse. Depuis cet incident, il affirma qu'il éviterait à tout prix toute étendue d'eau plus profonde qu'un étang. Le requin fut finalement identifié comme un requin-tigre et fut déplacé loin de la zone où l'attaque s'était produite. Histoire 3. Notre dernière histoire concerne Wayne Nielsen, un pêcheur commercial qui a malheureusement fait une rencontre terrifiante avec les mâchoires d'un grand requin blanc féroce le 6 juin 2002. Ce jour-là, il suivait sa route saisonnière habituelle qui l'amenait à naviguer de Kangaroo Island aux îles Neptune pour finalement arriver à Sleaford. Ce trajet, Wayne l'avait déjà effectué à de nombreuses reprises et il s'agissait pour lui d'une simple routine bien rodée, sans aucun signe précurseur de danger imminent. Tout semblait se dérouler comme d'habitude. Le matin du 5 juin 2002, Wayne était chargé de s'occuper de l'entretien d'une partie du navire, ce qui incluait notamment la vérification du moteur et des rotors. En parallèle de cela, il s'occupait aussi parfois des problèmes de pont, comme la manipulation des filets et des systèmes de poulies. Avec 15 ans d'expérience dans le métier, Wayne était la personne à contacter dès qu'un problème technique survenait et cette journée ne faisait pas exception. Peu de temps après avoir terminé son inspection de routine du moteur, il fut appelé sur le pont pour aider l'équipage à comprendre pourquoi le système principal de poulies ne parvenait plus à remonter les filets depuis la mer. Après une courte marche jusqu'au pont principal, Wayne découvrit quelques membres d'équipage rassemblés autour des poulies, tous essayant de comprendre la situation. Ils s'écartèrent pour laisser Wayne examiner de plus près le mécanisme défaillant et il se mit immédiatement au travail. Il ne lui fallut que 5 minutes pour réparer les poulies et lorsqu'il eut terminé, il se retourna, levant les bras en signe de triomphe et d'expertise. L'équipage adorait Wayne pour son caractère jovial et ses compétences et ils l'applaudirent chaleureusement après cet exploit réalisé sans effort apparent. Les filets furent finalement remontés, révélant une grande abondance de poissons, encore plus agités par la présence de 2 phoques qui s'étaient retrouvés piégés dans le filet, se disputant les poissons sans se rendre compte du piège dans lequel ils étaient. L'équipage s'amusait de la situation,
donnant des petits coups de bâton aux phoques pour les pousser à retourner à l'eau. Le jour suivant, cet incident avec les phoques fut relativement calme. Wayne s'endormit paisiblement cette nuit-là, prêt à affronter une nouvelle journée de travail. Le matin du 6 juin, il reprit ses tâches habituelles et tout se passa sans accroc jusqu'à environ 15 heures, moment où il entendit de nouveaux éclats de voix sur le pont principal. Curieux, il monta rapidement pour découvrir que l'équipage se disputait encore à propos des mêmes poulies qu'il avait réparées la veille. Agacé à l'idée qu'un nouvel apprenti ait pu dérégler quelque chose et provoquer cette nouvelle panne, Wayne marcha d'un pas décidé vers les poulies et leur demanda de lui laisser de la place. Il remarqua que les poulies subissaient beaucoup plus de pression que la veille, ce qui expliquait la nouvelle panne mécanique que Wayne aurait préféré éviter d'avoir à résoudre. Alors qu'il s'affairait à réparer les poulies, il parvint à les remettre en état de marche et se redressa pour les tester, constatant avec satisfaction qu'elles fonctionnaient de nouveau. Content de son travail, il s'apprêtait à descendre vers les ponts inférieurs, répondant aux questions des apprentis mécaniciens sur la nature du problème. C'est alors qu'il sentit son pied se coincer dans quelque chose, une corde lâche provenant de l'une des poulies principales. À ce moment-là, il réalisa qu'une des cordes n'était pas correctement connectée, ce qui avait supprimé le contrepoids des poulies et causé le relâchement de la corde qui s'était maintenant enroulée fermement autour de sa cheville. Sous la pression exercée par les poissons, la corde se tendit brusquement et tout le filet de poissons s'abattit dans la mer, entraînant Wayne avec lui par-dessus la rambarde de sécurité. Son dos le brûlait de douleur alors qu'il heurtait violemment la surface de l'eau et s'enfonçait dans les profondeurs, suivant le filet. Lorsque sa vision se stabilisa, il comprit ce qui provoquait toute cette tension sur le filet. Un énorme grand requin blanc s'acharnait dessus, invisible pour les pêcheurs à la surface. Le requin tournoyait autour des poissons et nageait en cercles autour de Wayne, comme s'il élaborait un plan. Wayne savait qu'il devait réagir vite, car il commençait à manquer d'air et la corde était toujours serrée autour de sa cheville. Il sortit un petit couteau suisse de la poche de son pantalon et commença à tailler la corde, mais elle était bien trop épaisse pour une si petite lame. Il mit toute son énergie à tenter de couper la corde et essaya également de la desserrer avec ses mains, mais en vain. À ce stade, Wayne commençait à paniquer. Il savait que le requin représentait un danger imminent, mais il ne parvenait plus à le voir. Sous l'effet de l'adrénaline, Wayne était trop concentré sur la corde pour remarquer que le requin avait disparu et que les poissons s'étaient échappés du filet, ce qui lui permettait de nager vers la surface. Il n'avait cependant pas le temps de réfléchir à d'autres actions, car son souffle s'amenuisait de plus en plus. Wayne nagea de toutes ses forces vers la surface malgré le filet vide qui restait un obstacle majeur pour le mécanicien. Il parvint néanmoins à percer la surface de l'eau et à prendre une grande inspiration de soulagement suivie d'un cri d'affirmation à l'intention de son équipage. Certains membres de l'équipage se précipitèrent vers les ponts inférieurs pour aider Wayne, tandis que d'autres restèrent à la surface pour guetter son apparition. Lorsqu'il refit surface, ils éclatèrent en cris de soulagement. Mais cette euphorie fut de courte durée. Un des jeunes hommes sur le pont principal pointa du doigt à quelques mètres de Wayne et lui cria de nager rapidement. En regardant sur le côté, Wayne aperçut la nageoire dorsale du requin qui replongeait sous l'eau avant qu'il ne ressente une douleur atroce autour de sa jambe, là où la corde était encore enroulée. Il sentit une vague soudaine d'eau sale et froide lui envahir les yeux et la gorge alors qu'il était de nouveau tiré sous la surface et traîné sur quelques mètres. La douleur était insupportable mais brève, car Wayne sentit la pression se relâcher, lui permettant de nager à nouveau. Lorsqu'il refit surface pour la deuxième fois, il aperçut la nageoire dorsale du requin s'éloigner, mais celle-ci fit bientôt demi-tour et se dirigea de nouveau vers lui. À ce moment-là, ses coéquipiers avaient laissé tomber une corde dans l'eau pour qu'il puisse s'y agripper et qu'il le hisse hors de l'eau. Tout ce qu'il avait à faire, c'était atteindre la corde située à quelques mètres de lui. Il nagea de toutes ses forces, saisit désespérément la corde et ses coéquipiers commencèrent à le remonter hors de l'eau. Mais le requin se jeta sur Wayne et s'accrocha de nouveau à sa jambe. Wayne glissa le long de la corde, se brûlant les mains, tandis que le requin tirait dans l'autre direction. Il poussa un cri de douleur alors qu'il était tiré dans deux directions opposées, jusqu'à ce que sa jambe se brise et que le requin disparaisse dans un nuage rougeâtre, emportant sa proie. Wayne resta suspendu à la corde, luttant pour sa survie. L'équipage le remonta sur le pont principal et s'occupa de sa jambe, s'assurant que l'hémorragie soit stoppée. Le médecin de bord s'occupa de lui pendant que le navire changeait de cap pour se diriger vers le port le plus proche afin que Wayne puisse recevoir les soins nécessaires. Il se rétablit complètement, n'ayant pas perdu trop de sang, mais les cicatrices psychologiques de cet incident restèrent profondément marquées dans son esprit.